Hello à tous et bienvenue pour ce premier hors-série spécial tournoi ATP, suite à notre dernière interview avec Jean-François Cojol, directeur de l'Open 13 Provence ATP 250 de Marseille pour la 28e année consécutive. J'ai proposé à Cajo, comme on le surnomme, de tourner un court échange dédié à l'édition 2021 du tournoi, qui est un peu particulière dans le contexte qu'on connaît. L'idée est de vous montrer l'envers du décor et la manière avec laquelle l'équipe autour du tournoi a œuvré pour conserver cette date du calendrier ATP. L'événement qui accueille habituellement 60 000 spectateurs sur la semaine se joue cette année à huis clos, ce qui engendre une perte importante des recettes générées par la billetterie et la gestion des VIP. On parle argent, chiffres et business avec Cajo qui est totalement décomplexé à ce sujet. Et ça fait du bien quand on sait qu'en France ce terrain est souvent miné. C'est un état des lieux assez complet qu'on vous propose aujourd'hui. J'espère sincèrement qu'il vous plaira comme j'ai pu apprécier la vue mer derrière Jean-François que vous pouvez retrouver sur YouTube. Venez nous dire si c'est le cas avec 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast et YouTube. Ce sont les deux plateformes principales qui nous aident à faire connaître la chaîne. Bon tournoi à vous et bonne découverte à tous. Ah bah là c'est parfait là, avec un petit bout de mer derrière, c'est régal. Alors Jean-François, du coup cet épisode sera un peu plus rapide que ce qu'on a déjà fait. Est-ce que tu peux nous raconter vraiment si tu devais synthétiser les pires galères que vous avez vécues et puis finalement le succès quand même d'avoir l'événement qui approche là. Alors, si tu veux, galère, je vais pas dire qu'on a eu des galères, puisque depuis le mois de juin, on travaille sur différents scénarios. Donc, il y avait un scénario très optimiste et qui était un retour à la normale, auquel on croyait peu. Un auquel on croyait, c'était avec une jauge réduite, et puis le troisième, c'était le huis clos. Mais dans tous les cas, on avait pris le parti de jouer quoi qu'il arrivait. Donc, ça a été ma position. À Lyon, j'ai pas pu le faire. Pourtant, on a tout tenté, mais là après, c'était en plein milieu du confinement et arriver à avoir un site qui était un site où il y avait beaucoup de public, un parc ouvert. C'était pas possible puisqu'à ce moment-là, donc, il était fermé. Mais là, Marseille, on s'est dit, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, on jouera. Même si on perd de l'argent, il faut que the show must go on. Yes. On devait véritablement permettre à la fois aux joueurs de continuer leur métier et puis nous toujours d'être présents. On pouvait pas se permettre de louper une édition. Il fallait qu'on soit sur place. Voilà. Mais tu dis même si on perdait de l'argent, tu restes une entreprise d'exploitation, de gestion, c'est pas trop risqué Ouais. justement. Non, non, je suis une entreprise philanthropique. Tu le Ah savais très pas? bien. Non, 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 mais en fait, non, il faut. On peut pas se baser simplement sur une année, sur une édition. Donc, on est à la 28e ou la 29e, 28e, je crois. Voilà, il y a eu des années fastes, des années qui ont été encore plus fastes financièrement parce que elles l'étaient un peu moins sportivement vu le retrait de joueurs emblématiques au dernier moment. Donc, disons que on avait des réserves pour absorber une année comme celle-ci. Donc, quoi qu'il arrivait, on avait prévu de jouer. Voilà, ça c'était la priorité. On est avant tout, on se fait plaisir. On fait partie de la famille du tennis et avant tout c'était ça. Il fallait que le tennis se joue. T'es directeur du Euh, tournoi de Lyon aussi, c'est ça? non, Lyon, j'étais associé, oui, c'était Thierry Assion qui était directeur, donc j'étais associé, je détenais la licence, donc la date sur Lyon, mais j'étais le co-organisateur en effet du tournoi de Lyon. Ok. Donc là, ce que tu me Vas-y. disais, c'est que vous avez un quart seulement du budget sponsoring qui a été maintenu. Ouais, en fait, écoute, on a perdu toute la billetterie, ça représente à peu près 800 000 euros, on a perdu toutes les relations publiques, ça représente un peu plus d'1 million d'euros. Donc déjà sur le budget, c'était un tiers qui disparaissait. Le reste, il y a des partenaires qui sont restés. Il y en a beaucoup qui sont restés. Les principaux sont toujours là, notamment les collectivités. Hein. Le département des Bouches-du-Rhône, d'entrée, nous a dit on sera présent l'année prochaine et on vous aidera. Ouais. La ville aussi. Donc, ce qui fait que à partir du moment où on avait notre base derrière, eh bien les partenaires historiques du tournoi sont toujours présents. Hein. Je pense à BNP, je pense à Sodexo, je pense à Veolia, je pense à Eiffage, voilà, Emirates, ceux qui étaient là et qui sont là depuis très très longtemps, Honnête aussi, sont toujours présents. Donc, ce qui fait que
l'événement avait une base économique qui était assurée. Voilà. Ensuite, c'était à nous de gérer l'événement en fonction des problématiques et qui étaient essentiellement des problématiques sanitaires. Donc, du moment que la préfecture nous autorise à faire l'événement et sur le huis clos, avec toutes les précautions possibles et imaginables et avec tout le protocole à suivre, à la fois celui de l'ATP qui est très rigoureux et puis celui de la préfecture, eh bien, c'était clair que on organiserait l'événement, quoi. Le, Ça devait se jouer. le tournoi coûte combien dans sa globalité? Aujourd'hui, c'est un budget qui a dû baisser de 40%. Donc, on était à 5,5 millions, tu vois, 40%, on doit être à 3,5 millions. Mais il faut voir que c'est sûr qu'on a des rentrées en moins, mais ces rentrées sont souvent associées à des dépenses. Hein. Quand on parle de relations publiques, de public, il y a toute une gestion du public Ouais. avec du personnel, gestion des relations publiques avec un village, avec beaucoup de prestations, ce qui fait que toute cette partie, on l'a plus non plus en charge. Donc, bon an, mal an, il y a un équilibre qui se fait. Bon, il y a surtout eu des aides et des aides importantes de la Fédération française de tennis qui avait dit dès le début qui est événement, pas événement, on maintiendra notre aide financière et puis on rajoutera même pour le double, on abondera pour la relance. D'accord. Donc, ce qui fait que il y a la Fédération française de tennis, il y a les joueurs et l'ATP, puisqu'il y a une diminution de 50% des prize money Okay. à partir du moment où on est à huis clos. Les garanties, je vais prendre l'exemple le plus frappant, c'est celui de Tsitsipas. Hein. Il touche exactement 50% de ce qu'il a touché l'année dernière. Il avait une offre qui était identique à Doha par rapport à ce qu'il avait touché à Marseille l'année dernière. Il a préféré venir à Marseille et tenir des engagements et peut-être le fait que aussi pour lui c'est un tournoi en référence parce que ça fait 2 ans qu'il le gagne et que ça lance bien sa saison européenne. Voilà, il y a aussi un côté psychologique. Elle était de combien sa garantie l'année dernière? L'année dernière, il a touché 250 000 euros. Donc, tu vois, aujourd'hui, tu as moitié moins. De minimum ouais. garantie? Oui. Bon, après, c'est aussi, il y a en fonction des tours, du classement, etc. Mais il faut savoir que déjà, un joueur, quand il vient cette année, celui qui gagne, son prize money a été réduit de 2 tiers. Hein. Wow. Donc, l'année dernière, gagner Marseille, je crois que c'était, je peux me tromper parce que je suis pas très, très bon dans les chiffres et que je les regarde pas toujours. Oui, je suis mes budgets, mais sur les prize money, je crois que de 97 000, ils sont passés à 35 000 ou 40 000 euros pour le vainqueur. Donc, c'est colossal. Puisque la répartition, quand il y a eu la baisse, en fait, du prize money, de 50%, elle a été surtout, ça s'est fait par le haut surtout. Il y a eu, un étage, en fait, sur les vainqueurs, finalistes et demi-finalistes. La base a été très, très peu touchée. Ce qui fait qu'un joueur qui est numéro 10 mondial, il va gagner en venant jouer un 250 où il faudra qu'il batte 2 autres top 10 pour gagner. Il va toucher une somme qui est la moitié, même pas la moitié d'une perte au premier tour de l'Open d'Australie. Ah oui, et normalement, un joueur comme Tsitsipas te fait une grosse différence sur la billetterie? Oui, après, ce n'est pas que sur la billetterie. La billetterie, elle est très, très régulière depuis 28 ans. On a une billetterie qui varie très, très peu. Il peut y avoir les seules modifications, vu qu'on est plein le vendredi, le samedi, le dimanche et le mercredi, si le mardi soir, on fait un match spécial, oui, il y aura un peu plus de public. Quand on avait fait venir Nadal, il avait joué le mardi, il y avait du public. Mais s'il avait joué le mercredi, de toutes les manières, c'était plein. Et si on rejoue le jeudi, on fera salle comble. Donc, on va vendre, notre billetterie, elle va bouger de 5%, pas plus, puisqu'on n'a pas un terrain qui est extensible. C'est d'ailleurs une des questions chaque fois que l'on me pose par rapport à Federer, Nadal, Djoko. Oui, ce sont des joueurs qui méritent des stades de 10 000 ou de 12 000. Dans des stades de 6 000, c'est beaucoup plus compliqué. Tu me disais dans le podcast qu'on a tourné ensemble, c'est Federer, Nadal, Djoko, c'est 1,5 million le minimum garanti, c'est ça? Oui, ça dépend. Ça peut être 1 million, 1,5 million, 2 millions. Ça peut être, voilà. C'est en fonction je dirais, véritablement de la demande, quoi. C'est nous qui allons solliciter
et le joueur, il va fixer un prix, on y va pas, voilà. Ça rentre, il faut d'abord que ça rentre dans leur calendrier. Après, ils disent, à partir du moment où ils disent, OK, je suis prêt à jouer cette semaine-là, après, on s'entend sur les prix ou on s'entend pas. Le Voilà. plateau sportif de 2021, du coup, quels sont les stars qui viennent te voir? Et le plateau sportif, il y a Medvedev, il y a Tsitsipas, il y a Berrettini dans le top 10. Ouais. Donc, dans tous les cas, l'effort avait été fait quoi qu'il arrive, qu'il y ait des spectateurs ou pas des spectateurs. C'est par rapport, voilà, quand tu me dis Tsitsipas, est-ce que ça vend du billet? Non, mais ça sert à l'image qualitative de l'événement. Ok. On est un des seuls 250 avec Doha à proposer tous les ans 2, 3, 4 top 10. Donc, et ça, on veut garder en fait un peu ce label de qualité et qui nous différencie des autres 250. Il y a peut-être Stuttgart qui arrive aussi à attirer des top 10, mais voilà, on est très très peu. Il y a le calendrier, il y a aussi les finances. Il n'y a pas l'histoire du tournoi, il y a surtout le calendrier, c'est-à-dire qu'on est situé après Rotterdam, avant Dubaï, et voilà, ça nous permet d'attirer. Cette année, bon, il y a Doha qui est en face de nous, qui est un très très gros tournoi aussi. Ouais. C'est le plus fort des 250 avec nous. Donc les deux plus gros 250 se retrouvent en même temps. Je dirais un autre sur terre battue, bon, il y a Buenos Aires, mais sur terre battue, c'est un gros 250 aussi. Et on voit que bon, on a 3 top 10, ils ont 3 top 10. Bon, ils ont Federer, ok. On a le numéro 3, qui est presque numéro 2, mais enfin, je dis ça comme ça, qui est le joueur en vogue de 6 derniers mois, hein, avec Djoko. Voilà, derrière, on a Tsitsipas, qui est particulièrement spectaculaire. Pareil, qui a quelques points de passer devant Roger Federer, mais bon, Roger Federer, c'est autre chose, c'est une image, etc. Et puis Berrettini. On a failli avoir Rublev d'ailleurs, hein, en plus, hein, mais qui au dernier moment a choisi Doha pour des problèmes plutôt logistiques. Il avait peur que les restrictions en Europe et en France le gênent. On avait, je dirais pas un accord de principe, mais on était prêt voilà, ça devait fonctionner. Donc, on aurait pu avoir 4 top 10, mais en ayant Nishikori, qui est un potentiel top 10 et qui revient et qui a eu une année de blessure et de galère. Après, il n'a pas pu jouer sur une partie de la fin de saison parce qu'il avait été positif au Covid. Il n'a pas pu jouer dans Cincinnati, l'US Open. Après, il suffit que tu aies un mauvais tableau et notamment à l'Australian, il est quand même malheureux. Il est dans le fameux avion où il peut pas s'entraîner pendant 14 jours et puis Ouais. il joue une tête de série au premier tour, quoi. Donc, voilà, Les trois top 10 prennent le même montant de minimum garantie ou comme Daniel vient de non, faire non, finale à l'Australienne, pas du tout. il est plus coté? Non, non, mais ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir, de signer des contrats sur du long terme déjà. Donc, il y a des accords, par exemple, avec Sinner, il y a un accord sur 3 ans. Avec Medvedev, il y avait un accord sur 3 ans. Avec Tsitsipas, il y avait euh, un accord sur 2 ans et une option sur la troisième. Et ensuite, c'est en fonction de leur évolution, c'est en fonction de leur image, de leur classement, aussi de ce qu'ils font dans le tournoi. S'ils perdent au premier tour, ils ont moins que s'ils perdent en finale ou s'ils gagnent le tournoi. Voilà. Tu nous avais expliqué dans l'épisode que lorsqu'un joueur, ta tête de série 1 qui parfois pouvait prendre une grosse partie du budget s'il bouffait la feuille et qu'il perdait au premier tour, tu lui laissais quand même le minimum garanti. Il y avait eu le cas de figure avec Stan. Ah oui, non, non, mais, oui, mais de toutes les manières, il y a, je veux dire, on joue sur la réputation de l'événement, elle se fait sur l'affiche et puis après sur les vainqueurs. Donc sur l'affiche, quand je vends mon tournoi, je vends entre guillemets mon tournoi aux spectateurs, aux partenaires, j'annonce tel ou tel joueur, ils viennent par rapport à ça. Ensuite, c'est du sport et heureusement que c'est pas toujours la tête de série 1 qui gagne, même si pour un organisateur, on souhaiterait que ce soit souvent comme ça, parce que c'est les joueurs en général sur lesquels on a le plus investi. Mais enfin, bon, voilà, ça fait partie du sport et on retient en effet, comme je te dis, souvent aussi le vainqueur. Marseille, on a eu des vainqueurs prestigieux, des finalistes prestigieux, et ça nous permet justement d'avoir une crédibilité. Et ensuite, quand tu me dis, tu vois, oui, on paye un joueur pour qu'il soit sur l'affiche. Si tous les ans ça se répète qu'on a des joueurs de qualité, il y a une confiance qui se fait et au bout d'un certain temps, les partenaires ou le public ne viennent plus pour l'affiche. Ils réservent avant de savoir qui va venir jouer. Ouais. Donc,
Si pendant 2 ans, 3 ans, on n'a pas un Tsitsipas, un Medvedev, un Berrettini ou des top 10, au bout de la troisième année, les gens ils vont dire bon, maintenant on va attendre de voir qui vient. Là, Yes. ce n'est pas le cas. Depuis 28 ans, ça n'a jamais été le cas. On a Et- toujours joué d'abord là-dessus, sur la qualité du plateau, quitte encore une fois, et ça a été quand on a racheté le tournoi au groupe McCormack, ça a été ma position, ça a été de dire d'abord on se fait plaisir, on fait plaisir au public, on yes. se fait plaisir, et puis après on verra si on gagne de l'argent ou pas. Et en fait, ça fait un peu boule de neige. C'est si tu fais un plateau de qualité et que tu te fais plaisir et tu fais plaisir aux gens, derrière, ça suit. Et toi, tu noues une relation avec ces joueurs d'année en année? Vous devenez Oh, proche ou pas forcément? avec les joueurs, pas forcément, mais avec l'entourage, oui. Avec l'entourage, oui, parce que je suis plutôt quelqu'un. Notre stratégie a toujours été aussi d'aller chercher les jeunes. Donc, Ouais, wildcard, Tsitsipas, il en a eu une il y a 5 ou 6 ans, quand il avait 17 ou 18 ans, et il n'avait pas le même niveau qu'aujourd'hui, 17 ans. J'avais fait pareil avec Federer, j'avais fait pareil avec Nadal, j'avais fait pareil avec beaucoup de joueurs. Et j'ai donné leur chance à beaucoup de joueurs, ou donné déjà des garanties à des joueurs pour lesquels c'était les premières garanties. ouais. Donc, parce que j'y croyais, Kyrgios et beaucoup de joueurs, voilà, que je trouvais attractifs. Et le fait de jouer sur la jeunesse a fait que bien derrière, les gars ont joué le jeu pour la très 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 grande majorité et à Comment? revenir. Donc il y a un lien qui se fait avec il y a un lien qui se fait avec l'agent, parce que l'agent, quand il va voir, hein, il a un jeune joueur qui vient de signer, où ils étaient deux trois agences en bataille pour l'avoir. Si je lui dis écoute, ok, pour ce joueur je vais signer un contrat, tu vas avoir 25 000 euros de fixe, c'est quelque chose pour le joueur qui lui met un peu des petites étoiles dans les yeux, parce qu'il s'y attend pas véritablement. Et Ouais. donc, le fait de jouer le jeu avec les agents, derrière, ils s'en souviennent. Et ils le rappellent aux joueurs ou aux familles ou à l'environnement. Quand tu vois les images de Montpellier là actuellement, ça te fait quoi de voir ces stades vides? Écoute, il n'y a pas eu que Montpellier, il y a eu l'US Open, il y a eu Roland-Garros, il y a pas mal de choses. C'est sûr que c'est pas l'idéal, mais encore une fois, je crois que la priorité, c'est qu'il y ait le jeu. Donc, tu vois, ce matin ou hier soir, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Tu verras, pendant le tournoi, on va avoir des figurines en fond de cours. On voulait mettre des faux applaudissements, mais je sais que ça plaît pas aux joueurs, donc il y aura de la musique. On va essayer d'agrémenter un tout petit peu, mais au final, il y a des points à gagner, il y a un titre à gagner, il y a de l'argent à gagner. Donc, pour tous les joueurs, ils viennent. Alors, c'est sûr que quand tu te retrouves devant un stade plein, tu n'as pas la même réaction. Si tu as un jour sans, à la limite, tu peux péter les plombs. Quand il y a du public, tu as un jour sans, tu vas peut-être avoir un complément de volonté pour t'approcher. Je sais pas. Puisque, alors oui, je pourrais prendre mon exemple. Quand je jouais dans les années 70, il n'y avait pas toujours des stades plats, et surtout dans les premiers tours. Donc, j'essayais plutôt de gagner le match, de marquer des points et de gagner de l'argent. Voilà, pour pouvoir vivre. Mais c'est sûr que c'est différent. Mais tu le vois dans tous les sports. Donc, tu le vois en NBA, tu le vois au foot, tu le vois partout. Donc, voilà. Est-ce que tu t'es un peu inspiré de ce que pouvait faire l'OM en termes de, je sais pas, d'animation ou quoi, pour faire vivre quand même la semaine, le tournoi? Je sais pas, est-ce qu'il va y avoir un peu de nouveauté quand même? J'avoue que je n'ai pas vu les animations de l'OM. Euh, Moi non plus. mais voilà, il faudrait qu'il y ait des animations sur le terrain, pendant les matchs surtout. Mais disons Ah, que le tac! voilà, tu peux avoir sur le basket, en NBA, tu peux avoir sur les sports américains, parce qu'il y a cette culture en fait du Du show, chaud. Ouais. voilà, qui fonctionne. Mais là, le tennis est un peu particulier. Les joueurs n'aiment pas trop qu'il y ait un peu de bruit intempestif. Ils sont plutôt dans leur concentration. Moi, je voulais faire, tu vois, je voulais rajouter des fake bruits avec des applaudissements. S'il y a un joueur qui s'énerve, des sifflets. Mais bon, ça serait très mal passé, je crois. Les joueurs n'auraient pas été très contents. Parce qu'ils n'auraient pas pu s'en prendre au public, ils s'en seraient pris à moi, puisqu'il n'y avait pas de public véritable. C'est délicat, parce que le tennis est malgré tout un sport, je dirais entre guillemets, discret. Il y a besoin de cette ambiance et qui va te transcender, mais que tu retrouves surtout dans des grands moments.
dans des finales, dans des demi-finales, voilà, ou sur des grands stades. Là, sur des tournois indoor, les premiers tours, il y a jamais un public énorme, donc il y a jamais 100% d'audience, ce qui fait que, écoute, là, ça revient. Il y a des coups à jouer pour des joueurs, Ouais. c'est clair. Hein. Il y a des coups à jouer. Je vais pas parler de Karatsev à l'Australian Open parce qu'on est sur un grand chelem, mais il y a des coups à jouer. Il y a Il des est là, choses qui peuvent Aslan? se passer. Il est dans le tableau ou pas? Non, Non? non, non. Ok. J'ai pas vu. Non, non, non. Est-ce qu'il y a 3 fois moins de médias aussi, de journalistes, de couverture? Ah bah il y a pas. Le problème, c'est que les médias ne peuvent pas venir sur site. On est Ah vraiment ouais. dans une bulle sanitaire Ah, il n'y a pas de très conférence très de précise. presse? Non, tout se fait par en digital. Donc, D'accord. ce qui fait que quand tu parlais des difficultés d'organisation, alors il y a déjà quelque chose de beaucoup plus facile, de beaucoup moins stressant, qui était pour moi un peu plus complexe. C'était la gestion de 60 000 spectateurs, dont 20 000 VIP. Tu vois, ça c'était voilà, il y a une attention de tous les instants. Moi, ce qui m'intéressait, c'était beaucoup plus l'attention que je pouvais porter au côté sportif, qui est beaucoup plus réduit. Il y a qu'une quarantaine de joueurs, des joueurs de double. Donc, et les familles. Là, toute la partie qui est sur le réceptif, tu peux imaginer quand il y a 20 000 VIP, que tu sers 30 000 repas et que tu as 60 000 spectateurs, il y a toute une problématique au niveau de la sécurité, au Ouais. niveau de la prestation que tu dois délivrer. Ici, on n'a qu'une problématique sanitaire. Donc, on a une bulle qui est l'hôtel, notre hôtel, le Sofitel, où là, il y a tous les tests PCR qui sont faits, où D'accord. il y a tous les gestes barrières possibles et imaginables. Il y a après notre service de voiture avec des voitures individuelles, avec toutes les protections possibles et les désinfections possibles. Il y a des contrôles tous les soirs qui sont faits sur tous les lieux à l'intérieur du Palais des Sports, de désinfection. Voilà, il y a c'est différent dans la mesure où on a à gérer un nombre de personnes restreint, mais de manière très très précise et très précise au niveau sanitaire. Le reste, toute l'autre partie qui était quand même stressante, qui était tout le côté sécuritaire qui pouvait y avoir, et puis toute la gestion aussi de rendre un service de qualité aux partenaires par rapport à Ouais. ce qu'ils ont payé. Voilà, tout ça n'y est pas. Ce qui fait que c'est un événement un peu particulier parce que pour ma part, je suis très très peu dans l'opérationnel. Donc, je gère qu'une partie. J'aime m'occuper que de la partie sportive Ouais. essentiellement, où je peux m'occuper d'une partie aussi qui est au niveau de nos partenaires. Donc, j'ai pas cette partie-là. Il y a que la partie sportive, mais là, le résultat est aléatoire. Quand on a un tournoi où il y a la finale, c'est plein à craquer, la demi-finale, les quarts de finale, les gens ils viennent voir, ils ont pris leur place, mais ils ont pris leur place pour voir quelqu'un en finale. On achète sa place pour la finale et on veut voir le numéro 1 contre le numéro 2 ou le français contre le numéro 1. Et Ouais. quand ils perdent avant, il y a toujours un stress. Je pense que cette année, j'aurai beaucoup moins de stress parce que j'aurai pas ce regard ou cette attente du résultat. Là, le résultat, il va se passer. Alors, c'est vrai qu'on a notre partenaire à télé, hein, ça se passe, et BeIN a besoin d'avoir de l'audience. Donc, il faut essentiellement, je pense, qu'il y ait un joueur, Hugo Humbert, qui est, je crois, le mieux classé des Français. Voilà, s'il y a Hugo Humbert contre Medvedev ou Tsitsipas, c'est sûr que ça fera de l'audience. Ouais. C'est ça qui est important. Donc, ouais, une gestion différente, mais si tu veux, là, on a commencé, tu vois, le montage lundi. D'habitude, on le commence un mois plus tôt. Un Ah mois ouais. plus tôt avec 25 semi-remorques qui arrivent. Là, il y en a eu 4 qui sont arrivés. Donc, on a les cours d'entraînement sur site. On a fait deux bulles sanitaires. Une qui est le Palais des Sports, avec les cours d'entraînement aussi. D'habitude, ils sont à l'extérieur. Et puis le Sofitel. Et entre, les joueurs, bon, ils seront dans un environnement sympathique parce que le Sofitel domine le Vieux-Port, parce que la semaine qui est prévue, il va faire beau. Donc, quelque part, ils auront au moins du soleil, une belle vue, ils mangeront bien et voilà. Donc, et Ah non, mais après, clairement, cet hôtel est incroyable. voilà. Un bonheur. Et après, si tu veux, quand tu regardes, même quand ils sont hors confinement, il n'y a pas de confinement, j'allais dire les pauvres entre guillemets joueurs, ils font aéroport, hôtel, cours d'entraînement, cours de match, Ouais. hôtel, cours d'entraînement, cours de match, resto, et puis aéroport.
Ils voient rien, ils font rien, ils sont là dans une bulle. Là, elle est différente, elle est sanitaire, celle-là. Si, il y a Stéphane Robert, le guide du routard, qui va faire un peu de tourisme sur les sites Maya. Voilà, exactement. Avant de nous faire ton pronostic de la semaine, est-ce que tu pourrais nous dire juste en termes de dépenses, de combien à combien vous êtes passé pour voilà, essayer d'économiser un maximum, quoi. On a lésiné sur rien. C'est-à-dire que là où on devait investir, on a investi. De la même manière, sur le plateau joueur, j'ai dépensé moins parce qu'il y a eu des joueurs qui ont accepté de diminuer leur garantie. Voilà, mais on a un budget qui est sur les garanties qui est assez proche. Sur les prize money, il y a eu une diminution, mais sur le reste, tout le service aux joueurs, on lésine sur rien. Après, il y a logiquement ou de fait des dépenses qu'on a en moins, donc on profite de ces économies. Alors, on a des rentrées en moins, mais on profite de ces économies pour investir dans la qualité sur l'accueil des joueurs, Ok. le cours, etc. Tout ça, et, il est hors de question de baisser notre. Alors oui, il y a un point sur lequel cette année on n'a pas pris, c'est par mesure d'économie, c'était le Hawkeye. Mais bon, il y a une relation aussi. C'est vrai que le Hawkeye rassure les joueurs, mais il y a aussi quand il y a le public et le Hawkeye, il y a beaucoup de réactions du public quand il n'y a pas le Hawkeye que les joueurs discutent. Là, c'est un peu différent. C'est la seule chose en fait sur laquelle on a renié par rapport à, en effet à une économie. C'est Parce que 40 c'est un 000, hein, le système. Hawkeye, c'est ça? Ouais, voilà, c'est là. Nous, on est avec Fox 10. Ouais. Oui, en effet, c'est un ticket entre 38 et 42 000 euros. Donc, c'est pas mal d'argent. Et vous allez avoir des juges de ligne? Oui, on va avoir des juges de ligne. Je suis, moi, toujours favorable pour les juges de ligne. Je sais que c'est un des sujets qui est en l'air au niveau de l'ATP, notamment, de digitaliser le plus possible. Mais enfin, je trouve que le juge de ligne apporte quelque chose. D'abord, ce sont des jeunes qui rentrent souvent en formation et qui se rapprochent du tennis par rapport à ce côté officiel, ou qui touchent de près la compétition et la haute compétition, le haut niveau par rapport à ce biais. Donc, c'est un peu dommage de se couper de ça, surtout que dans les tournois ou les rencontres par équipe de club, etc., ben, il y aura toujours l'arbitrage, donc il faut qu'il soit de qualité. Voilà, donc et puis ouais, alors ça fait peut-être un peu vieillot, mais je sais pas. Pour l'instant, je suis toujours quand même plutôt favorable à ce qui est des juges de ligne Ok. officiels et que ce ne soit pas que la machine qui décide. Parce que là, malgré tout, la machine vient en complément. Donc, si on était encore à l'époque, je me souviens des Wimbledon des années 60, fin des années 60, début des années 70, où là, les juges de ligne et les arbitres avaient une moyenne d'âge de plus de 75 ans. Sincèrement, là, c'était compliqué parce que il y avait à la fois des problèmes de vision, des problèmes d'ouïe, ils n'entendaient pas toujours les balles et surtout pas les remarques qu'on pouvait leur faire, Ça mais des t'est problèmes de arrivé? vision majeurs. Et ah oui, oui, non, mais Ça t'est arrivé de t'embrouiller avec un juge de ligne à l'époque? le problème, c'est qu'en Angleterre, tu pouvais pas t'embrouiller parce que tu étais tout de suite sorti du cours. Donc, il y avait vraiment des erreurs colossales, mais on en trouvait aussi à Roland-Garros. Mais à l'Angleterre, c'était sur herbe. Tant que la balle touchait la chaux, donc il y avait une trace. Mais dès qu'elle était hors de la chaux, elle pouvait être 30 centimètres à l'extérieur. L'arbitre ne voyait pas toujours. Et puis c'était pas facile parce que ça glissait beaucoup, parce que Ouais. ça allait vite. Donc, et puis le service à l'époque, c'était service volé. Il y avait peu d'échanges et ça allait très vite. Donc, différent. Et je reconnais que c'était pas évident. Aujourd'hui, avec le Hawkeye qui permet d'avoir ces challenges et qui donne d'ailleurs un petit plus d'émotion, je dirais. La balle est bonne, la balle est faute, il y a la petite musique, etc. Et puis hop, Ouais. Yes. et puis d'en avoir un nombre bien précis, tu prends ta chance quand tu dois prendre ta chance. Je trouve ça assez intéressant. Si on devait tout mettre sous ce système-là, je sais pas si ça me plairait. Il y a tout le décorum en fait des juges de ligne qui rentrent sur le court, etc. Bon, voilà, je suis un peu assez traditionnel peut-être sur ce truc-là, ou pas nostalgique, mais traditionnel sur ce côté. Je trouve que c'est bien qu'il y ait tout ça. C'est comme si demain tu me disais, il n'y a plus de ramasseurs de balles, et ce sont des robots qui envoient les balles aux joueurs. Ouais. Un peu triste, ouais. Oui, mais on peut y arriver, hein.
Quel est ton pronostic pour la semaine, Jean-François? Bon, très compliqué. D'abord, c'est toujours compliqué sur un tournoi en Mais indoor. Tous les tournois. si le cœur devait choisir, dans quelle direction Ah bah, irait-il? si le cœur devait choisir, bon, Hugo Humbert, j'avais dit un truc qui était pour certains une bêtise. Quand il y a 3 ans, il était arrivé en demi-finale. J'avais dit s'il a un potentiel pour gagner un grand chelem. Waouh. Et on m'était tombé un peu à bras raccourcis, certaines personnes, en disant non, mais il faut jamais dire des choses comme ça va lui mettre de la pression. Et puis, c'est pas parce qu'il a battu, il avait battu, je crois, Koric 6-2, 6-2, que pas parce qu'il bat Koric sur un jour sans que ça va changer. Non, je crois qu'il a véritablement un beau potentiel de jeu. Gagner un grand chelem, je sais pas. Mais il a un potentiel pour gagner de très beaux titres. Et sur cette surface, il a beaucoup de qualité. Ensuite, bah, ouais, j'ai un petit faible pour un hat-trick de Tsitsipas. Voilà. J'aimerais bien qu'il revienne tous les ans et qu'il gagne 12 ans de suite. Ça Yes, serait assez, ça c'est serait bon, assez marrant. c'est bon ça. Et toi, ça va bien Ouais. sinon, Jean-François? T'as la forme, t'as le moral? Écoute, regarde, j'ai les cheveux courts. Là, ils sont pas à la verticale. Aujourd'hui, d'habitude, ils sont à la verticale. Ma femme est en train de bronzer à moitié à poil là, sur la petite plage Colonna. Et Merveilleux. derrière, Tialo, il fait 22 degrés, 23 degrés, plein soleil. Ah, la belle vie. C'est bon ça. On a mangé des oursins et voilà. Donc, Fabuleux. c'est bon, c'est le sud, Marseille, c'est un lieu quand même assez qui peut être décrié par moments, mais qui est assez exceptionnel. Bon, et bah, bonne édition 2021. Merci pour ton temps. Et à dans un an. Ah, dans un an. Allez, ciao, ciao. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté ce premier hors-série dédié au tournoi ATP WTA. Si vous voulez nous encourager à continuer, vous nous filez un vrai coup de main en laissant 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast et YouTube. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode ou votre préféré à un ou deux amis. Vous leur ferez passer un bon moment et le bouche à oreille est ce qui marche le mieux pour le développement des chaînes de podcast. S'il y a des joueurs et des joueuses qui écoutent et veulent progresser dans leur jeu, on a mis en place 2 bonus gratuits. Un avec Fabrice Barrault, statisticien dédié au tennis, avec lequel on a enregistré 4 clés audio pour optimiser votre jeu grâce à la stat. Et un second bonus pour muscler votre mental avec une synthèse de 7 conseils récurrents de préparateurs mentaux passés au micro. C'est en téléchargement libre, juste en dessous en description de l'épisode. Allez Hugo, si tu t'envoies le tournoi, je t'attends de pied ferme au micro. Et en tout cas, à mardi prochain les légendes. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.